Benoît Duterte, alors vous êtes critique musical au magazine Marianne, mais vous êtes surtout romancier, essayiste. Arrière-petit-fils du président Coty, qui n'était pas un ami, spécialement un ami du général de Gaulle, d'ailleurs, puisque de Gaulle lui a piqué sa place. Sans Coty, pas de Gaulle. De Gaulle lui a piqué sa place. Donc, vous publiez Le Retour du général. C'est un roman drôlatique, très amusant, une satire, une farce, aux éditions Fayard. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup moins sérieux en gaullisme que les autres. On voit bien, parce que ce livre est une farce. Non, c'est pas fantaisie. Disons que ce que j'ai voulu, moi, c'est faire ressurgir la figure du général aujourd'hui, parce que c'est au fond comme un dialogue entre la France d'hier et la France contemporaine, et ça marque aussi le décalage de toute la conception du bien public, de la conception de l'Europe. On peut raconter l'histoire de votre livre comme ça, à un moment, avant de revenir sur les livres de ces messieurs, parce que alors, vous, on est dans la fiction et dans la drôlerie. C'est l'histoire d'un type qui va aux Indes qui demande un œuf maillot, mais on fait plus d'œuf maillot parce que la commission de Bruxelles, les nouvelles normes ont interdit, parce que évidemment c'est bien sous sachet, sinon il y a des microbes. Et donc là-dessus, il y a la révolution de l'œuf mayonnaise. Une révolution d'ailleurs qui est menée par une sorte, de nouvelle incarnation du général de Gaulle. C'est-à-dire qu'en fait c'est un peu l'histoire d'Hibernatus, vous savez, qui est un film qui est sorti du temps du général de Gaulle. D'ailleurs, vous savez, ce personnage qui se faisait congeler pendant 50 ans, voilà, de Funès. Et en fait, le héros du livre, c'est un de Gaulle qui aurait été congelé pendant effectivement une cinquantaine d'années et qui réapparaîtrait aujourd'hui et qui reprendrait le pouvoir à la suite d'un appel télévisé, etc. Et qui en même temps interrogerait la France d'aujourd'hui par rapport à la France d'hier. Et tout ça éclate effectivement à partir de cette histoire d'œuf mayonnaise. Mais en même temps, ce que je trouvais intéressant, c'est que effectivement dans ce dialogue entre la France d'hier et la France d'aujourd'hui, à travers ce personnage drôlatique, effectivement, on voit que notre conception de la nation a complètement changé, puisque aujourd'hui, ça n'est plus qu'une espèce de discours politique, presque de communication, dans un pays qui a malgré tout renoncé à tout ce qui faisait la souveraineté au sens gaulliste, que le discours sur le bien public a complètement changé dans un monde qui s'est complètement livré au libre marché, aux entreprises, etc. Et c'est tout cette espèce de confrontation qui fait l'objet, évidemment, du livre, avec De Gaulle, que j'ai voulu à la fois archaïque et moderne, parce qu'au fond, c'est ça que je trouve très fascinant chez lui, c'est que c'est à la fois un personnage qui incarne vraiment la France d'hier, c'est le militaire, c'est la nation, c'est tout ce qu'on ne comprend plus très bien, et en même temps, dans sa vision de toutes ces choses-là, il y a quelque chose d'extrêmement moderne. La critique qu'il fait, par exemple, de l'organisation européenne, de son impossibilité de fonctionner, on la constate tous les jours aujourd'hui. L'idée même de la nation aujourd'hui, je dirais, c'est presque la pointe de l'altermondialisme qui pense que chaque pays, si on veut pas arrêter de détruire la planète, doit être capable de vivre dans une certaine forme d'autosuffisance agricole et industrielle. Et tout ça, au fond, on peut le retrouver dans une forme de discours moderne du général de Gaulle, derrière son côté vieux militaire réac, si vous voulez. Oui, mais alors la vision, par exemple, de Max Gallo dans son livre, c'est que là, nous avons... Je vais paraître encore un petit peu décalé, parce que mon propos, effectivement, n'est pas tout à fait le même, mais c'est vrai que je crois qu'on a aussi, et c'est ce que je voulais faire sentir, on a une histoire personnelle avec De Gaulle, en tout cas pour des gens de ma génération, parce que je suis né dans les années 60, et De Gaulle, pour moi, c'est plutôt un souvenir d'enfance. C'est un personnage très présent, comme ça, à la télévision. C'est mon grand-père qui me lisait des discours du général de Gaulle, parce que c'était un dieu dans les familles françaises. C'est la campagne de 65 avec Michel Droit. C'était Henri Tizot qui faisait les sketchs où il imitait de façon très drôle le général de Gaulle en le détournant. Et puis, dans cette histoire personnelle, il y a aussi des renversements. C'est-à-dire que je me suis connu à 14 ou 15 ans me mettant à détester le général de Gaulle, alors que j'étais élevé dans le gaullisme, parce que naturellement je me voulais citoyen du monde et que je ne comprenais plus du tout cette espèce d'incarnation de la France militaire, éternelle, etc., ce qui me paraissait un discours insupportable. Et il a fallu encore que dans un troisième temps je comprenne que de Gaulle c'était plus compliqué que ça. Et ce qui est merveilleux, effectivement, comme romancier, c'est de pouvoir, comme ça, combiner les époques, faire ressurgir un souvenir d'enfance dans le présent et le faire parler et conjurer un petit peu de cette façon-là la fuite du temps. Donc voilà, c'est plutôt de cette façon-là que j'essaie d'en parler. Non. Et en même temps, ça me fascine en voyant dans la France d'aujourd'hui la façon dont De Gaulle, malheureusement, est aussi devenu une espèce d'instrument de communication politique. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, tout le monde se réclame de Gaulle. La gauche se réclame de Gaulle, la droite se réclame de Gaulle. Et c'est un petit peu comme le discours sur la France. C'est-à-dire qu'on a l'impression que
plus on est prêt à liquider toute espèce de forme de singularité française, plus on se rattache juste à des mots et à des symboles. Alors on lance un discours sur l'identité, on demande aux gens de s'identifier à une identité française, au moment même où aussi bien du côté de la droite on est prêt à tout larguer dans le libéralisme pur et dur, et où du côté de la gauche on a toujours ce problème de fond avec l'idée de nation qui est associée au fascisme, etc. Et donc voilà. Ce passisme, et puis ce culte aussi du général de Gaulle, est-ce que c'est pas lié aussi à un certain flux de la mondialisation, de la France pluriethnique d'ailleurs? Oui. Il y a des phrases du général de Gaulle dans le livre de Mélancolie française qui sont frappantes sur les Français musulmans. Les Français musulmans et les Français chrétiens, il les compare, il dit c'est l'huile et le vinaigre, vous mélangez ça dans la bouteille, vous reposez la bouteille, et l'huile et le vinaigre sont à nouveau séparés. Il dit pas les Français musulmans et les Français chrétiens, il dit les Arabes et les Français. Et il dit, c'est comme l'huile et le vinaigre, vous les mélangez ensemble, ça finit par se séparer après. Sauf que moi, enfin, j'ai voulu faire un De Gaulle moderne, donc en l'occurrence, c'est un couple de musulmans qui incarne le gaullisme, la foi, non pas dans le gaullisme historique, mon gaullisme est loufoque, mais dans l'idée que la France est un pays qui doit cultiver, disons, sa spécificité dans le monde. Et alors, ça m'amusait évidemment de mettre ça dans la bouche, effectivement, d'un Algérien installé en France, mais qui a envie que ce pays, au fond, ne commence pas à parler tout le temps anglais, ne réintègre pas systématiquement l'OTAN et le camp américain, et défendre sa culture, son style dans l'Europe moderne. Voilà. Et ça, je crois pas que ce soit effectivement tellement une question d'origine. C'est drôle, c'est très fréquent